Salut, bienvenue sur ma chaîne Réveil Jungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Nous passons toute notre vie à observer et à juger les autres, mais la plupart de ce que nous voyons n'est qu'un masque qu'ils portent. Cependant, parfois, ce masque tombe dans un moment furtif, un acte de gentillesse, un sourire sincère ou une réaction naturelle qu'ils ne peuvent pas dissimuler. Ce sont précisément ces instants qui révèlent la véritable nature de chacun de nous. Et aujourd'hui, nous allons explorer deux questions simples mais profondes. Des questions qui peuvent dévoiler la véritable essence d'une personne lorsque toutes les couches superficielles tombent. Pas pour juger, mais pour mieux comprendre l'autre. Et aussi pour nous voir nous-mêmes sous un jour plus honnête. Si ces mots ont touché quelque chose de profond en vous, abonnez-vous à cette chaîne. Non seulement pour découvrir la prochaine vidéo, mais comme une promesse faite à votre propre éveil. Car ceci n'est que le commencement d'un voyage intérieur, un chemin où le silence prend la parole et où la vérité se révèle à ceux qui osent vraiment voir. Maintenant, prenez une profonde inspiration. Écoutez, non pas seulement avec vos oreilles, mais avec l'immobilité de votre âme. Entrons ensemble dans cet espace discret, là où quelque chose réagit avant même que les mots ne prennent forme. Car ce sont précisément ces réactions involontaires, presque imperceptibles, qui révèlent les véritables déclencheurs psychologiques. Les deux déclencheurs psychologiques. Il y a un âge où l'on comprend que la vérité d'une personne ne se révèle ni dans ce qu'elle explique, ni dans ce qu'elle affiche. Puis elle se révèle ailleurs, dans ce qui déborde, dans ce qui échappe au contrôle. Avec les années, j'ai appris que certaines questions n'attaquent pas de face. Elles contournent, elles passent derrière le discours maîtrisé, derrière le masque poli, et vont toucher quelque chose de plus ancien, de plus nu. Carl Gustav Jung l'a formulé avec une clarté presque troublante. Tant que vous ne rendrez pas conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Ces mots ne parlent pas de théorie. Ils parlent de ce que nous vivons tous sans toujours oser le regarder. La première porte s'appelle la projection. Nous croyons parler des autres, mais en réalité, nous parlons souvent de nous-mêmes. J'ai vu des hommes dénoncer l'arrogance alors qu'ils n'avaient jamais osé assumer leurs propres valeurs. J'ai vu des femmes accuser l'égoïsme après une vie entière passée à s'oublier. La projection, ce n'est pas un défaut moral, c'est un mécanisme de survie. Nous déposons à l'extérieur ce que nous n'avons pas appris à accueillir en nous. Et lorsque la colère surgit trop vite, trop fort, c'est rarement l'autre qui est en cause. À ce moment précis, quelque chose frappe à la porte de l'intérieur. Et ce quelque chose cherche à être reconnu. C'est souvent le premier miroir. Et il est rarement confortable. La seconde porte est plus subtile encore. Elle touche à l'image que nous avons de nous-mêmes. L'inflation de l'ego apparaît quand cette image vacille ou au contraire quand elle est trop protégée. Quand j'ai rencontré des gens incapables d'admettre une erreur, non par orgueil, mais par peur de s'effondrer. Comme si reconnaître une faille menaçait tout l'édifice. À l'inverse, j'ai vu des êtres profondément solides sourire de leurs propres faux pas,
parce qu'ils savaient que leur valeur ne dépendait plus d'avoir raison. La façon dont quelqu'un réagit face à l'erreur en dit long sur sa paix intérieure. C'est là que le caractère cesse de jouer un rôle et que quelque chose de vrai apparaît sans bruit. Ces deux mécanismes ne condamnent personne. Ils indiquent simplement un seuil, un endroit précis où l'âme demande de ralentir, de regarder autrement. Alors, restons un instant dans ce silence qui vient de s'ouvrir, là où rien n'est encore formulé, mais où quelque chose commence déjà à répondre. C'est dans cet entre-deux, discret et presque invisible, que la première question trouve naturellement son chemin. La première question, quand le rejet devient un miroir. Il y a une question qui ne frappe pas fort. Elle ne provoque pas. Elle attend. Et pourtant, lorsqu'elle essaie de poser, quelque chose se crispe presque toujours à l'intérieur. Quel type de personne ne supportez-vous absolument pas? Avec l'âge, j'ai remarqué que cette question ne reçoit jamais une réponse neutre. La voix change légèrement. Le regard se durcit. Les mots deviennent plus incisifs. Ce n'est pas un simple avis que l'on exprime alors, mais une réaction viscérale. Et selon Carl Gustav Jung, ce mouvement intérieur n'est jamais innocent. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Ce n'est pas une accusation, c'est une invitation. Lorsque quelqu'un décrit avec intensité ce qu'il déteste, l'hypocrisie, l'égoïsme, la dureté, la lâcheté, il révèle souvent une lutte silencieuse avec ce même trait enfoui profondément. Or, j'ai connu des hommes incapables de supporter la malhonnêteté parce qu'ils avaient passé une vie entière à se mentir à eux-mêmes. J'ai rencontré des femmes révoltées par l'égoïsme après s'être oubliées trop longtemps jusqu'à ne plus entendre leurs propres besoins. L'émotion excessive n'indique pas que l'autre est coupable. Elle signale que quelque chose en nous demande à être vu. C'est cela, la projection de l'ombre. Nous plaçons à l'extérieur ce que nous n'avons pas le courage ou la permission d'accueillir à l'intérieur. Et ce mécanisme ne concerne pas uniquement ce que nous jugeons négatif. L'ombre contient aussi des qualités lumineuses, retenues, étouffées. Combien de personnes disent ne pas supporter ceux qui sont trop confiants, trop affirmés, trop visibles, alors qu'elles-mêmes n'ont jamais osé prendre leur place. Leur rejet masque une fin ancienne, celle d'exister pleinement. À ce stade de la vie, on comprend que cette question n'est pas faite pour coincer quelqu'un. Elle ouvre un passage. Elle révèle ce qui a été refusé, parfois pendant des décennies. Et si l'on écoute sans se défendre, sans se justifier, elle devient un acte de réconciliation intérieure. Et maintenant que ce miroir a été approché sans se briser, laissez la réponse se déposer. Quelque chose s'est déplacé, même si aucun mot ne l'a encore nommé. À partir de ce léger déséquilibre, une autre question peut apparaître, non pas pour confronter, mais pour éprouver ce qui résiste encore plus profondément. Dans la seconde question, la vérité est révélée face à l'erreur. Cette fois, il n'est plus question de l'autre. Il n'est plus question de ce qui irrite, de ce qui dérange, de ce que l'on rejette. La direction s'inverse et le regard revient lentement vers soi. Certaines questions ne déclenchent ni colère, ni jugement immédiat. Elles installent un silence plus dense, un silence inhabitué, presque lourd, parce qu'il oblige à se souvenir d'un instant précis, le moment où l'on s'est cru juste, aligné, convaincu, avant que la réalité ne fasse son œuvre. Racontez-moi une fois où vous étiez absolument certain d'avoir raison
et où vous aviez pourtant tort. À cet instant, ce n'est pas l'erreur qui pèse, c'est la certitude passée. C'est l'image que nous nous étions construite. Avec les années, j'ai observé que cette question touche moins à l'événement qu'à la posture intérieure. Elle révèle ce que chacun fait lorsque son idéal se fissure. Car, comme le rappelle Carl Gustav Jung, tant que vous ne rendrez pas conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Ce que nous refusons d'admettre continue d'agir en silence dans nos relations, nos choix, nos amours. Certains transforment aussitôt leur erreur en justification. Ils parlent du contexte, des circonstances, des autres, non pour mentir, mais pour se protéger. D'autres n'arrivent pas à répondre du tout. Leur silence révèle une chose simple. Le moi est trop étroit pour accueillir la faillibilité. J'ai vu ces mécanismes épuiser des histoires d'amour, figer des cœurs, créer une distance plus grande que n'importe quel conflit. À l'inverse, ceux qui peuvent raconter une erreur sans se durcir montrent quelque chose de rare. Une stabilité profonde. Ils savent que reconnaître une faute n'effondre pas l'être, cela l'assouplit. Cette seconde question, elle ne cherche ni l'aveu ni la confession. Elle évalue la capacité à intégrer, à laisser l'expérience transformer l'intérieur plutôt que de la tenir à distance. Et lorsqu'elle est accueillie sans résistance, une forme de paix apparaît, discrète, durable. Alors, ne cherchons pas à conclure trop vite. Laissez cette sensation flotter comme une vérité encore incomplète, suspendue entre ce que vous saviez et ce que vous commencez à soupçonner. Car lorsque l'erreur cesse d'être combattue, elle devient un seuil. Et derrière ce seuil, quelque chose de plus vaste attend déjà d'être reconnu. La compréhension ultime de Jung. Il arrive un moment dans la vie où l'on cesse de vouloir avoir raison, où l'on cherche simplement à être vrai, pas aux yeux du monde, mais devant soi-même. Avec le recul des années, j'ai compris que ce que Carl Gustav Jung a réellement découvert n'avait rien de spectaculaire. C'était presque dérangeant et de simplicité. Jung l'a formulé ainsi, sans détour. Votre vision deviendra claire lorsque vous regarderez dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ces mots ne flattent pas l'intellect. Ils demandent une chose bien plus difficile, l'honnêteté intérieure. Les deux questions dont nous parlons ne sont pas puissantes parce qu'elles sont intelligentes. Elles le sont parce qu'elles obligent subtilement à déplacer le regard. La première donne l'illusion de parler des autres alors qu'elle révèle la projection de notre ombre. La seconde semble évoquer un souvenir anodin, mais elles exposent notre rapport intime à l'erreur, à la chute, à l'imperfection. Et dans les deux cas, quelque chose se produit. La façade ne suffit plus. Le dialogue glisse vers l'intérieur. Jung appelait cela le début du processus d'individuation. Non pas devenir spécial, ni supérieur, mais devenir entier. Ce chemin commence toujours par une observation sincère de soi, sans excuse, sans mise en scène. J'ai vu des relations se transformer le jour où l'un des deux a cessé d'utiliser la psychologie pour analyser l'autre et a commencé à se l'appliquer à lui-même. Ce jour-là, le ton change. Le cœur s'adoucit. L'écoute
devient réel. Car il y a un piège subtil ici. Ces questions peuvent devenir des armes si elles sont utilisées pour exposer, contrôler ou dominer. Jung mettait en garde contre cela, implicitement. Le savoir psychologique n'est pas fait pour prendre le pouvoir, mais pour élargir la conscience. Et surtout, il exige une règle simple, souvent oubliée. Ces questions qui doivent être posées à soi-même avant d'être posées à quiconque. Tout ce qui nous irrite chez les autres commence toujours par un retour vers soi. Lorsque l'on apprend à reconnaître son propre paysage intérieur, ses ombres, ses fragilités, ses refus, quelque chose s'ouvre naturellement. La lucidité ne durcit pas, elle rend plus humain, plus patient, plus compatissant et peut-être plus apte à aimer sans se perdre. Nous arrivons doucement au terme de ce chemin, non pas comme on ferme un livre, mais comme on referme une porte intérieure après avoir longuement observé ce qui s'y cachait. Ces deux questions, en apparence simples, n'avaient pas pour but de dévoiler les autres comme on démonte un mécanisme. Elles ont fait quelque chose de plus discret, de plus profond. Elles nous ont invités à ralentir, à sentir, à reconnaître, parfois avec inconfort, parfois avec soulagement, ce qui cherchait depuis longtemps à être vu. À travers le rejet et l'erreur, nous avons rencontré l'ombre et l'humilité. Un espace s'est dessiné, où le caractère cesse d'être une façade pour devenir un processus vivant. Comme le disait Jung, ce que nous fuyons à l'extérieur, nous le trouvons à l'intérieur, patient, jusqu'à ce que nous osons nous y confronter. Si ce moment vous a accompagné, ne le laissez pas s'évanouir trop vite. Vous pouvez soutenir ce chemin en aimant cette vidéo, en la partageant avec quelqu'un qui marche peut-être sur une route similaire ou simplement en vous abonnant à ma chaîne. Comme on allume une lampe discrète pour éclairer les prochaines étapes du parcours. Et retenez simplement ceci, lorsque vous cessez de chercher qui est l'autre et que vous commencez à écouter ce qui s'éveille en vous, quelque chose de vrai prend racine, comme une lumière douce qui n'éclaire pas tout, mais suffisamment pour continuer à avancer.